Le mystérieux incendie qui a failli coûter la vie au célèbre metteur en scène Dmitri Krymov. Donc ce critique de la guerre, grièvement brûlé dans son appartement, a miraculeusement survécu. Et ce qui retient l'attention, c'est qu'évidemment, on pense à tous les précédents, à ces épidémies de perte d'équilibre, à ces fenêtres qui s'ouvrent brutalement et ces gens qui chutent, à ces suicides de 5 balles dans la tête. Et autres étrangetés, mais cette fois ça se passe aux États-Unis. Cela se passe à New York, au cœur de Manhattan. Alors que s'est-il passé précisément? Mettons d'abord les choses à plat, les faits, rien que les faits. Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. D'abord, qui est Dmitri Krymov? Eh bien, son nom et son visage ne vous disent peut-être rien, mais c'est une star du monde du théâtre. Dmitri Anatolievitch Krymov, il a 68 ans, il est russe, né à Moscou, et il vivait d'ailleurs en Russie jusqu'à ces tout derniers mois. Il est marié et il a un fils, Mikhail. C'est un metteur en scène célèbre, également professeur à l'Académie russe des arts du théâtre. Il a par exemple mis en scène des pièces de Tchekhov ou encore par exemple le roman de Tolstoï, Anna Karénine, une adaptation. Il a été récompensé aussi plusieurs fois, notamment par 5 masques d'or, l'équivalent russe des Molières. Mais la vie de Krymov a complètement changé depuis l'invasion de l'Ukraine. Ce jour-là, il se trouvait à Philadelphie, aux États-Unis, pour une représentation et il a publiquement critiqué cette guerre. Nous ne voulons pas d'une nouvelle guerre, nous ne voulons pas de mort, c'est ce qu'il a dit dans une pétition qu'il a signée avec d'autres artistes russes. Krymov décide donc de ne pas rentrer en Russie, mais de s'installer aux États-Unis. Il s'installe donc à New York, où il trouve résidence dans ce théâtre de l'East Village, c'est au sud de Manhattan. Et que lui est-il arrivé? Eh bien, nous sommes le soir du Nouvel An. Il y a quelques jours, Dmitri Krymov vient tout juste de présenter sa nouvelle pièce, une adaptation du roman d'Alexandre Pouchkine, Eugène Onegin, un monument de la littérature russe. Il rentre chez lui, il s'apprête à fêter le passage à la nouvelle année avec sa femme, Ina, lorsqu'un incendie se déclare dans leur appartement. Le feu va très vite. Dmitri Krymov et sa femme en réchappent miraculeusement. Lui-même est gravement brûlé à plus de 50%. Ce soir, il est toujours à l'hôpital à New York dans un état critique mais stable. Sa femme, de son côté, a pu sortir de l'hôpital. La police américaine s'est-elle exprimée sur l'origine, les circonstances, les causes de cet incendie? Eh bien, pour l'instant, David, on ne sait rien. Les enquêteurs new-yorkais se contentent d'évoquer soit un dysfonctionnement de l'appareil de chauffage, soit un court-circuit. Autrement dit, il n'y a que des hypothèses. Ce qui est certain, c'est que Krymov était désormais considéré comme un traître à Moscou. Ses pièces sont censurées, déprogrammées des théâtres de la capitale russe. Ce qui est certain aussi, c'est que cet incendie s'ajoute, vous venez d'en parler, à une longue liste d'accidents suspects. On ne va pas l'égrener ici, mais rien que pour la semaine dernière, rappelons que le député russe Pavel Antov, critique de Poutine, est tombé de la fenêtre de sa chambre d'hôtel en Inde, que l'un de ses amis, l'homme d'affaires Vladimir Bidenov, est mort dans le même hôtel quelques jours plus tôt, officiellement d'une crise cardiaque, qu'Alexander Bouzakov, chef des chantiers navals russes, est subitement décédé dans des circonstances floues, comme Alexei Mazlov, général russe, ancien commandant des forces terrestres. Bref, les temps sont durs et les accidents, entre guillemets, fréquents pour ceux qui sont critiques de Vladimir Poutine ou jugés peut-être trop tièdes vis-à-vis de la guerre en Ukraine. Merci Fanny. Quelle suite de coïncidences, ces pertes d'équilibre, ces courts-circuits dans des appartements. Vous connaissiez, Anne, ce metteur en scène? Oui, je le connaissais de nom. En fait, on est face à... Alors, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais que des opposants ou des critiques à Vladimir Poutine disparaissent dans des conditions bizarres et sur le sol étranger, ce n'est pas la première fois que ça se produit. Rappelons-nous l'affaire Litvinenko en Grande-Bretagne en 2006, l'affaire Skripal en 2018 aussi en Grande-Bretagne. D'anciens membres des services secrets qui avaient fait dissidence. Absolument. Boris Berezovsky, un ancien oligarque qui s'était fâché avec M. Poutine, est mort à Londres dans des circonstances bizarres. On l'a retrouvé mort chez lui. Enfin bon, la liste est longue de critiques, d'opposants qui ont été l'objet d'assassinats ou de tentatives d'assassinat. Pour vous, ça ne fait guère de doute?
Ah non, Il ne s'agit pas d'abord, d'un accident, l'incendie, ça, je ne sais absolument rien sur l'incendie. Mais je veux dire que ce soit un coup de Moscou est quelque chose qui est tout à fait plausible. Et on voit bien le message qui est lancé. C'est un avertissement. L'émigration ne met pas à l'abri les opposants du régime à Vladimir Poutine. Ça a été le cas pour tous les autres. Et si c'est avéré, si les responsabilités de Moscou sont avérées, clairement l'avertissement est le même. Et donc il y a un lien avec la guerre en Ukraine, évidemment, qu'il ne faut pas critiquer, mais il y a aussi un lien, parce que les exemples que nous venons de rappeler ne datent pas de la guerre en Ukraine. Il y a un lien aussi avec ce que Vladimir Poutine appelle le monde russe. Ce monde russe, ses compatriotes qui vivent à l'étranger, pour M. Poutine, il l'a dit dès qu'il est arrivé au pouvoir et il l'a répété à maintes reprises, ils doivent être des soutiens de la Russie. Il n'est pas question qu'ils soient des critiques de la Russie. Ils doivent être des soutiens de la Russie dans tous les domaines. Et donc, s'ils ne se comportent pas de cette façon-là, eh bien, il peut leur arriver des ennuis. Mais alors là, je fais le candide de service, je sais ce que vous allez me répondre, mais on est aux États-Unis, on est au cœur de New York. Et donc c'est ça qui rend cette histoire peut-être encore plus extraordinaire, François. Oui, mais à partir du moment où des personnes ont été ciblées ou tuées au Royaume-Uni, pays très proche des États-Unis, Oui, ça fait... peut-être surtout à partir du moment où des personnes ont connu des morts, des fins suspectes dans le grand pays ami qu'est l'Inde, la notion que la même chose puisse arriver aux États-Unis ne me frappe pas comme étant incongrue. Alors évidemment, je ne sais pas si... Peut-être qu'il y a eu un court-circuit. Il n'est pas exclu qu'il ait pu mourir de mort naturelle. Il a survécu d'ailleurs. Mais si on me pose la question, est-ce que c'est extravagant qu'il ait pu mourir aux États-Unis du fait d'une action hostile? Ma réaction est non, parce que ça s'est passé ailleurs, y compris dans des endroits où il y a une certaine sensibilité. Je ne suis pas sûr que les Indiens soient absolument ravis que deux Russes soient morts dans des circonstances excessivement suspectes. Alors celle-là, on n'est pas au niveau du court-circuit. Dans un grand hôtel important du pays, je ne crois pas qu'il y ait de retenue de la part de M. Poutine et de ses services. Mais est-ce que ça signifie, et là, sans préjuger de ce qui s'est réellement passé là, que même aux États-Unis, la Russie dispose en quelque sorte d'agents dormants, qui soient russes, qui soient des officiels ou qui soient des officieux? Oui, bien sûr, oui. Partout dans le monde, en fait. Bah oui, pourquoi pas? Non, mais non, mais la réponse courte est oui. Oui. La réponse un peu plus longue, c'est que il faut évidemment des agents qui aient été recrutés depuis un certain temps, qui aient une légende qui puisse passer à travers les contrôles de passeport et ainsi de suite. Mais si c'est possible au Royaume-Uni ou si c'est possible en Inde, c'est possible aux US. Général Gomard, je rappelle que vous avez dirigé le renseignement français. Militaire. Le renseignement militaire français. Est-ce que là, on est en face d'une opération, je sais pas, peut-être c'est une opération relativement simple à réaliser. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous je ne suis pas certain que ce Dmitri Krimov ait été protégé, c'est-à-dire fait l'objet d'une surveillance particulière par les services américains, quand bien même c'était un opposant à Vladimir Poutine. Ce qui veut dire que l'accès à l'appartement dans lequel il vivait ou au théâtre dans lequel il vivait était accessible à tous. Donc ce qui peut arriver, est-ce que c'est un vrai court-circuit, un court-circuit fomenté? Ça, c'est difficile de le dire aujourd'hui. Et je pense que la police américaine pourra nous le dire. En revanche, de fait, les Russes ont des agents infiltrés partout. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série qui s'appelle The Americans, dans laquelle, effectivement, on voit des familles russes, en fait, et je pense que c'est parti de faits réels, même si ça n'est qu'une série, évidemment, et donc de la fiction. Mais les faits sont vrais, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui se sentaient totalement américains, dont les parents étaient russes, et qui ont mené des actions d'espionnage au profit des soviétiques à l'époque et des Russes aujourd'hui. Cette fiction-là correspondait à une réalité connue, reconnue, qui a déjà existé. Un court-circuit, c'est une opération classique? Ça, c'est quelque chose qui est faisable. Créer un court-circuit
et mettre le feu dans un appartement, c'est quelque chose qui est faisable. Et créer un court-circuit, c'est ce qui se verra le moins, parce qu'il n'y a pas de traces d'essence, traces de briquets, d'allumettes ou que sais-je. Donc, oui, je pense que c'est plausible. Jean-Dominique, vos réflexions? Sur cet épisode-là particulier, vraiment, je n'ai rien de plus à dire. Je ne sais pas. Et on verra ce que l'enquête américaine révélera. On a l'impression que les enquêtes dans ces domaines-là, on se souvient qu'il y a eu aussi une affaire de ce genre en Espagne. Je ne sais plus quel était le mode opératoire. Mais par exemple, on a su, les enquêtes en Grande-Bretagne, on a bien su que c'était C'est vrai. On avait les identités des agents. Donc on verra bien. Non, je trouve que ça pose la question de l'émigration politique. Depuis la Russie. Il en est un symbole important. Et la différence entre la période actuelle et la période soviétique. Parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent quitter la Russie, ce qui n'était pas le cas à l'époque de l'Union soviétique. Alors, il y a quelques restrictions pour un certain nombre de gens, mais on a vu quand même des centaines de milliers d'hommes, notamment, quitter la Russie pour ne pas répondre à la mobilisation. Ça, c'est quand même une différence assez importante avec la période soviétique. Mais il ne faut pas que ces gens-là deviennent des opposants à l'étranger. Là, effectivement, le message entendu, qu'ils peuvent aller se faire bronzer en Turquie, où ils sont très nombreux, ou dans le Golfe, ou profiter de leur argent et faire du business. Lorsqu'ils deviennent des opposants, là, on sent que ça devient compliqué. Surtout lorsque ce sont des représentants de la culture russe, comme ce metteur en scène, qui, voilà, est un grand metteur en scène, et qui met en scène des œuvres russes, le cœur de la culture russe. Donc, effectivement, je pense que il y a une accélération quand même de ces... Bien sûr, mais... On en est réduit à des suppositions, voilà. Mais les coïncidences sont tellement étonnantes, mais il y a une accélération de ces mystérieuses affaires, voilà, pour le dire court, Christophe. Mais je reconnais que ce que vient de dire Jean-Dominique Perchet, c'est-à-dire que ce sont des messages face aux 700 000 Russes qui ont émigré après l'annonce de la mobilisation partielle. Et donc, effectivement, c'est un message en disant attention à ce que vous faites, à ce que vous dites, à ce que vous racontez. Et c'est pour faire peur aux autres, en fait. L'idée, c'est de faire peur, soit pour que les gens reviennent en Russie, soit pour qu'ils se taisent et qu'ils soutiennent la politique de Vladimir Poutine. Ça signifie quand même que c'est courageux de la part de ces femmes et de ces hommes de continuer à s'exprimer, de continuer à vivre normalement, alors même qu'ils ont émis des critiques très claires contre cette opération. Oui, bien sûr, c'est courageux, mais enfin, c'est très courageux de leur part quand ils sont en Russie, parce qu'ils encore plus, mais même à l'étranger. Du moment où ils sont à l'étranger, ils peuvent quand même espérer pouvoir avoir une certaine liberté de parole qu'ils n'avaient pas dans leur pays. Et si beaucoup d'entre eux sont partis, c'est justement pour pouvoir avoir cette liberté de parole. Et donc, ça rend les choses très dramatiques. Alors, en même temps, il faut relativiser parce que dans quelle mesure est-ce que cet avertissement est pris à la lettre par tous ceux qui sont à l'étranger et qui critiquent la guerre en Ukraine ou d'autres actions de M. Poutine, ça, c'est une autre affaire. Mais enfin, c'est un avertissement qui, malgré tout, peut être entendu par certains. Voilà, en tout cas, on garde un œil sur ces affaires, et notamment celles qui se sont déroulées sur le sol espagnol, on l'a dit il y a quelques mois maintenant. Et celle-ci, la police américaine a une réputation plutôt flatteuse. Donc on verra si des indices peuvent être recueillis, mais vous le rappeliez, un court-circuit, par définition, ça ne laisse pas beaucoup de traces. Donc ces enquêtes ne sont pas forcément faciles. Et dans les opérations dont on parlait, où les enquêtes ont abouti, Skripal, Litvinenko, c'est vrai que c'était des opérations assez complexes. Et c'était des agents venus de Moscou, si je ne m'abuse, qui avaient réalisé ça. Donc on avait pu remonter les traces, les billets d'avion, etc. Là, on peut imaginer que pour une opération comme celle-là, il n'y a pas forcément besoin de faire venir quelqu'un de Russie. Oui, d'autant plus que les modes opératoires, dans le cas de Skripal et Litvinenko, laissaient des traces. C'était le polonium radioactif dans le cas de Litvinenko, c'était le Novichok chimique dans le cas de la famille Skripal. Et là, le court-circuit, comme le disait Christian, ne laisse pas, lui, de traces. Donc l'enquête va être compliquée. Bien.